Très heureux de vous retrouver pour vous présenter les faits marquants de l'actualité. Bonsoir à tous et bienvenue ce soir dans ce journal. Mansour Faye en prison. Les arguments de sa défense n'ont pas suffi à éviter la détention malgré des recours et une tentative de cautionnement. Cette décision renforce le bras de fer engagé contre les anciens dirigeants. Dans le même mouvement, Oumar Sow, ex-conseiller à la présidence, est également envoyé derrière les barreaux. L'actualité, c'est également la relance du dialogue national. L'opposition s'organise en front commun et répond à l'appel du chef de l'État. Le FDR, accompagné d'autres partis, accepte de participer aux discussions prévues le 28 mai. Une décision presque unanime qui pourrait redessiner les rapports de force politiques. Dans ce contexte d'ouverture politique, la société civile affine ses propositions pour un système électoral plus transparent. Le consortium d'organisations engagées veut faire du dialogue une refondation démocratique, un engagement fort pour restaurer la confiance entre institutions et citoyens. Sur un autre front, celui du monde universitaire, l'UCAD structure son propre cadre de dialogue pour prévenir les crises. Un comité de 26 membres est mis en place après les violences post-électorales de 2024. Les autorités académiques veulent désormais anticiper plutôt que subir. Dans les rues de la banlieue, l'heure n'est plus au dialogue. La traque des motos sans papier légaux s'intensifie à Malika. L'État avait fixé un ultimatum pour la régularisation des deux roues, mais de nombreux conducteurs se disent encore en attente de leurs documents. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous parlons de cette information judiciaire. Coup dur pour Amadou Mansour Faye. L'ancien ministre et maire de Saint-Louis a été placé sous mandat de dépôt ce lundi par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Il n'est pas sorti libre de son face-à-face avec les juges malgré les tentatives de sa défense. Le principal reproche qui est fait à Mansour Faye, c'est d'avoir fait attribuer un marché dans le cadre de la Covid, un marché de riz, dans le cadre du programme de résilience économique et sociale, et on lui reproche d'avoir fait une surfacturation. Il est établi, et nous l'avons démontré, les avocats l'ont démontré à suffisance. Un, que Amadou Mansour Faye n'était pas membre de la commission d'attribution des marchés. Nous avons prouvé, à suffisance, qu'il n'est absolument à rien intéressé, ni dans le marché, ni dans quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons démontré à suffisance, et nous avons prouvé avec éléments à l'appui, que c'était un appel d'offres. Il a été mis sous mandat de dépôt, alors que, un, il y a des contestations, deux, il y a une offre de cautionnement. Rien de tout ça n'a été retenu. Et il s'y ajoute enfin que nous avons déposé également une requête en inconstitutionnalité de la loi. Nous avons la désagréable sensation qu'on ne nous a pas écoutés, que si on nous a écoutés, on nous a entendus, si on nous a entendus, on ne nous a pas compris. Ce signal fort de la justice ne s'arrête pas là. Oumar Sow, ancien conseiller du président Macky Sall, a lui aussi été placé sous mandat de dépôt poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Un tournant décisif pour la classe politique sénégalaise, le Front pour la défense de la démocratie et de la République, accompagné de plusieurs partis de l'opposition, dont le Parti démocratique sénégalais a finalement décidé de prendre part au dialogue national prévu le 28 mai prochain à l'initiative du FDR. Ces partis se sont retrouvés ce lundi pour harmoniser leur position. À l'issue de cette réunion, ils ont unanimement accepté la main tendue du président de la République. Comme vous le savez, notre pays va, ce 28 mai 2025, à un dialogue dit national portant sur le système politique. Les partis membres de l'opposition de notre pays ont décidé de répondre oui à l'invitation du gouvernement. Nous avons répondu oui au vu de la gravité de la situation nationale. Nous avons répondu oui parce que l'existence des Sénégalais est bien rude. Nous avons répondu oui
Parce que même si d'aucuns peuvent ne pas le percevoir, ce qui se joue en termes de destin national est d'une gravité extrême. Nous avons décidé d'aller à ce dialogue national pour y porter la parole des Sénégalaises et des Sénégalais, pour dire notre sentiment quant aux libertés, pour dire nos sentiments quant à notre pratique de la justice, pour dire notre sentiment quant au sort brutal qui est fait aux femmes et aux hommes de presse, bref, pour parler encore une fois du quotidien de nos compatriotes. Dans cette dynamique d'ouverture, la société civile se met aussi en ordre de bataille. Le consortium des organisations de la société civile, qui a également choisi de participer au dialogue, a déjà élaboré plusieurs recommandations pour améliorer le système électoral. Face à la presse ce lundi, ses membres ont souligné que cette rencontre nationale représente une occasion unique de refondation démocratique. La société civile participera activement au dialogue national. Le consortium des organisations de la société civile a confirmé sa participation au dialogue national sur le système politique. Cependant, il ne compte pas y aller les mains vides. Un chapelet de recommandations issues de ces travaux sera soumis à la table des concertations. Sur les réformes électorales, institutionnelles et sociales, mais également sur la mise en place d'un comité de suivi multi-acteurs garant de l'application des conclusions du dialogue. Ces propositions s'appuient en grande partie sur les enseignements tirés de l'élection présidentielle de 2024. Nous voudrions que toutes les difficultés que nous avons eu à rencontrer pendant les élections précédentes soient diagnostiquées sans complaisance, comme nous l'avons fait, pour que des propositions de réforme soient adoptées afin qu'on ne revive plus ce qu'on a vécu ces dernières années. Ce collectif, qui regroupe plus d'une dizaine d'organisations de la société civile, rappelle toutefois qu'un dialogue n'a de valeur que s'il se traduit par des actes concrets. Il est extrêmement important qu'on puisse justement trouver des stratégies pour la mise en œuvre en fait, des conclusions issues de ces concertations. Mais pour rappel simplement, le Sénégal, depuis la mise en place de la commission chargée de réfléchir sur le code électoral, il faut quand même retenir que toutes les conclusions donc consensuelles ont pu être mises en œuvre. Fidèle à sa mission de veille démocratique, le consortium a multiplié les initiatives pour favoriser un dialogue plus inclusif. Il a notamment engagé des démarches de médiation auprès des forces politiques ayant manifesté leur intention de boycotter les discussions. Dans la foulée, les organisations de la société civile n'ont pas ménagé leurs efforts pour convaincre les réticents. Elles ont entrepris une mission de médiation auprès des partis politiques ayant annoncé leur boycott. Malgré ces démarches, le parti de l'ancien président Macky Sall, l'APR, persiste dans son refus de participer. Selon Moundiaï Cissé, les griefs liés à l'identité du facilitateur et à la question de la reddition des comptes restent des points de blocage majeurs. Pour l'APR, ils n'avaient non plus pas reçu les TDR, encore moins d'invitation, parce que l'APR fait partie du FDR. Et donc, de la même manière que les autres partis, ils avaient estimé qu'on devait leur donner une invitation avant même de se prononcer sur le dialogue. On s'est rapproché du ministre de l'Intérieur qui leur a envoyé aussitôt 3 invitations pour dire que notre médiation a porté aussi ses fruits. Mais les contestations de l'APR allaient au-delà de cela. L'APR recuse toujours le facilitateur du dialogue. D'abord, il estime que le choix a été unilatéral, alors que les dialogues précédents, le choix du facilitateur avait fait l'objet d'un consensus. Au-delà de ça, les derniers griefs, c'était lié au fait que on ne peut pas dialoguer pendant qu'on emprisonne leurs partisans. Voilà les 3 griefs essentiels que l'APR avait mis sur la table. On a pu régler le premier. Les 2 autres, c'était pratiquement insurmontable.
Alors que les lignes continuent de bouger, le ministère de l'Intérieur avait anticipé les concertations en transmettant un projet de terme de référence aux différents acteurs. Selon l'expert électoral Ndiaga Sylla, la société civile en a profité pour enrichir le document initial en y ajoutant plusieurs points restés jusque-là ignorés. Par rapport au TDR, il faut quand même reconnaître que le ministre de l'Intérieur avait remis en fait donc un projet de TDR à l'ensemble justement des organisations qui avaient la latitude d'y apporter des amendements. Nous avons justement, en ce qui nous concerne, procédé effectivement à l'analyse de ces TDR et nous avions estimé effectivement que le gouvernement est resté à sa logique qui voudrait effectivement que ce dialogue soit mené de manière thématique, comme justement ils avaient centré en fait le premier dialogue sur la réforme de la justice. Tout compte fait, nous pensons que cette thématique qui tourne autour du système politique concerne essentiellement deux aspects, c'est le système électoral, mais aussi en fait donc le système partisan. Et sur ces différents points, justement, nous avons donné notre point de vue et nous avons ajouté aussi justement d'autres points de discussion sur la base en fait donc des recherches, des contributions et de l'expérience, comme Ndiaye l'a rappelé tout à l'heure, que nous avons obtenu justement à travers la supervision du processus électoral depuis 25 ans. Dialoguer, c'est bien beau, mais tous les partis ne se laissent pas convaincre. À quelques jours du dialogue national, l'Alliance pour la promotion du développement local, APRODEL, annonce son boycott. Son président Moussa Fall estime que les priorités sont ailleurs dans la lutte contre la cherté de la vie, par exemple le chômage des jeunes et l'instabilité politique. Il appelle le chef de l'État à se pencher d'urgence sur l'insécurité qui gangrène le quotidien des citoyens. Ces propos sont recueillis par Moustapha Ndiaye et Pape Diop. Par rapport à l'opportunité du dialogue, nous sommes dans un contexte de réduction des comptes. Le pays est dans une phase d'audit, de faire ce qu'on appelle l'état des lieux. Pourquoi se précipiter vers un dialogue? D'autant plus que le principal parti d'opposition, qui est l'Alliance pour la République, ne peut pas venir. Parce que tout simplement, ses militants, ses responsables sont devant les enquêteurs. Cette année au moins, s'il devait maintenir ce dialogue, quand même, il devait attendre quand même que la fin de ces audits, la fin de ce climat de tension qui plane, soit terminée quand même. Donc, moi, je ne suis pas contre le dialogue, mais je ne suis pas d'avis que le moment est opportun. C'est ça ma conviction. Il y a trop d'insécurité, il y a trop de tueries. Il y a de la délinquance partout. Donc je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Autre son de cloche, mais même préoccupation sur les failles du système. Mamadou Diop Decroix, leader du parti And Jëf PADS, appelle à une refonte en profondeur du système électoral. Il évoque notamment l'invalidation de listes lors des législatives de 2022 et les irrégularités lors de la présidentielle. Il plaide par ailleurs pour une justice véritablement indépendante. Mamadou Diop Decroix ne comprend pas le refus de certaines formations politiques de participer au dialogue national sur le système politique. C'est la culture sénégalaise, elle est favorable à ça. Mais chacun est libre de ne pas être d'accord avec ce qui sera retenu là-bas. Mais je pense qu'il est bon d'aller là-bas défendre son point de vue. Quoi qu'il en soit, le chef de file du parti And Jëf PADS estime que la réforme du système est une nécessité absolue, surtout au regard des événements récents et ont marqué le déroulement des dernières élections. Ceux qui sont arrivés majoritaires n'avaient pas de liste complète, ils n'avaient pas de suppléants. La coalition de l'opposition, ces titulaires ont été éliminés, ce sont ces suppléants qui se sont retrouvés députés. Si quelqu'un pense qu'un système qui a produit ces deux événements est un bon système, libre à lui de le penser. Personnellement, je pense qu'un tel système doit être revu. S'agissant de la reddition des comptes et des convocations liées à la gestion des deniers publics sous l'Ancien Régime, Mamadou Diop Decroix plaide pour une séparation claire entre justice et politique. Nous tous, au Sénégal, on a dit que le pays n'était pas bien géré, qu'il y avait la corruption, etc. On l'a dit et redit et redit et redit. Vous n'entendrez personne dire que la reddition des comptes n'est pas
normal. Mais donc, il faut séparer, de mon point de vue, la reddition des comptes et l'activité politique en tant que telle. Il appelle par ailleurs à un approfondissement et une meilleure organisation du débat public au Sénégal. L'homme politique dit espérer l'émergence de consensus forts à l'issue du dialogue prévu ce 28 mai. Pabanda Gaye, du côté du milieu universitaire, le dialogue se veut aussi social à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un atelier de validation du plan d'action du comité de dialogue social s'est tenu, composé de 26 membres. Ce comité a pour mission de prévenir les conflits comme ceux qui ont secoué l'UCAD lors des tensions politiques de 2024. L'UCAD a été contrainte de cesser les enseignements sur de longues périodes, causant une désarticulation de l'année académique, dont les conséquences demeurent encore. Nous devons donc apprendre de nos erreurs passées pour qu'ensemble, nous puissions continuer à incarner l'idéal de vie sénégalais. L'incarnation de cet idéal sénégalais passe inévitablement par un dialogue social, franc et fécond au sein du temple du savoir. Pour ce faire, divers composants de tous bords se sont retrouvés autour du comité. Objectif: mettre en place les mécanismes qu'il faut pour instaurer le dialogue, un dialogue permanent au niveau de tous les acteurs de l'UCAD. Vous savez que l'UCAD est une institution très chrysogène, très souvent un conflit, en crise, des crises qui surgissent. Et il est important de mettre en place des mécanismes d'anticipation et de résolution de conflits. Le comité en question est composé de 26 membres, des représentants d'organisations syndicales, d'amicales, d'étudiants des facultés, écoles et instituts, des partenaires sociaux et de l'administration. Ce chantier ne pourrait réussir sans une formalisation et une collaboration avec les organes de gouvernance universitaire, selon ces acteurs. Un chantier déjà bien ficelé. Même si ce n'est pas officiel, on a déjà commencé le travail. Parce qu'on a eu le cas des étudiants qui demandaient des bourses. On a eu le cas de quelques collègues qui avaient des difficultés. Et la saisine de ce comité peut être faite par tout acteur de l'université qui prend la tâche de son représentant syndical. En marge du dialogue politique prévu ce mercredi 28 mai, l'UCAD compte contribuer à la mise en marche de la vision du président de la République et également en tirer profit pour une paix durable au sein de ce temple du savoir. Toujours à l'UCAD, les autorités envisagent plutôt des réformes structurelles pour mieux accompagner les étudiants. Le recteur professeur Alioune Badara Kandji a annoncé la création prochaine d'une direction des affaires sociales, un projet motivé par un constat alarmant, le taux de suicide parmi les étudiants. Peut-être le comité pourrait bien entendu se saisir de cette question. Même si aussi au niveau interne, au niveau du rectorat, nous sommes en train de mettre en place des dispositifs pour permettre de prendre en charge ce cas de problème qui survient, qui est très récurrent, il faut le dire. Nous sommes en train de réfléchir sur la mise en place d'une direction des affaires sociales qui certainement aura en tout cas la possibilité de voir comment prendre en charge cette question de détresse des étudiants. Certainement qui est du fait que les conditions de travail sont parfois très difficiles. Mais nous sommes en train d'y réfléchir. Sur un tout autre front, le malaise social s'exprime aussi chez les agents du fonds d'entretien routier autonome privé de salaire. Depuis plus d'un an, certains travailleurs dénoncent une précarité insoutenable à l'approche de la Tabaski, alors que la direction affirme qu'ils dépendent des collectivités territoriales. Les agents rétorquent qu'ils sont bel et bien rémunérés par le FERA. Au nom de tous les cantiniers du Sénégal, de nous payer les arriérés de salaire qui nous sont dus depuis un an. Ces pères et mères de famille, anxieux et désespérés, attendent la fête de la Tabaski qui s'approche à grands pas. Lors du dernier conseil des ministres passé, M. le Premier ministre Ousmane Sonko a eu à déclarer ou souhaiter que la fête de la Tabaski se déroule dans la dignité et la solidarité.
Monsieur le Premier ministre, il convient de se poser une question. Comment des pères et mères de famille, anxieux et désespérés, qui attendent des arriérés de salaire depuis plus d'1 an, peuvent fêter cette Tabaski dans la dignité et la solidarité? Encore une fois, paye-nous nos salaires, paye-nous nos salaires, paye-nous nos salaires. À Touba, l'effondrement meurtrier d'un bâtiment ayant fait 11 morts continue de bouleverser les esprits. Le propriétaire du bâtiment, Mbaye Sarr, PDG de Sénécartour, est enfin sorti de son silence face à la presse. Il est revenu sur les circonstances de la construction. Une prise de parole très attendue dans un contexte de vive émotion et de forte pression publique. Face aux caméras, Mbaye Sarr se dit profondément affecté par cette tragédie. Il exprime sa douleur et présente ses condoléances aux familles endeuillées. Il promet de se rendre personnellement auprès d'elles pour leur témoigner son soutien. Les dégâts matériels qui ont été notés ne sont vraiment pas importants pour moi. Le plus important, ce sont les pertes en vie humaine. Je présente mes condoléances à tous les proches des victimes et je prie pour que leurs âmes reposent en paix. Je me déplacerai personnellement pour rendre visite à toutes les familles des victimes. Sur le plan des responsabilités, Mbaye Sarr se veut transparent. Il affirme avoir choisi un entrepreneur reconnu pour la construction, avec lequel un accord avait été conclu à hauteur de 60 millions de francs CFA. Le matériel de construction, du ciment 42,5 au fer importé, aurait été acheté directement par ses soins. Avec toutes les factures à l'appel, des ingénieurs auraient également été mobilisés pour le suivi technique. Nous n'avons pas choisi un entrepreneur au hasard. Nous connaissons cette entreprise qui a fait ses preuves partout dans le pays. Elle s'appelle Afribad et son directeur s'appelle Papal. Pour ce qui est du matériel, vous pouvez aller vérifier vous-même sur le chantier. Le ciment, le fer, le béton, tout est de qualité. Et c'est moi-même qui ai tout acheté. Toutes les factures sont là. Il insiste. L'entrepreneur a bien travaillé, mais appelle tout de même les entreprises sénégalaises à respecter scrupuleusement les normes de sécurité dans les bâtiments. Si j'avais payé le même prix à une entreprise étrangère, elle aurait accepté de faire le travail. Donc, les entreprises sénégalaises doivent tout faire pour respecter les règles. C'est ce qui peut faire avancer le Sénégal. Sinon, c'est le pays qui en pâtit. Mbaye Sarr conclut en remerciant les autorités locales pour leur réactivité et le soutien des habitants de Touba. Dans cette épreuve, l'enquête se poursuit pour déterminer les causes exactes de l'effondrement. La justice pourrait être amenée à établir d'éventuelles responsabilités. À Malika, les 2 roues dans le collimateur, les autorités avaient donné jusqu'au 25 mai aux conducteurs de moto pour régulariser leur situation. Passé ces délais, les contrôles s'intensifient. Problème, certains conducteurs disent avoir déposé leur dossier sans avoir encore reçu leur papier. Une confusion qui risque de compliquer les opérations de la police. Les agents de police de Malika sont au contrôle. Les conducteurs de 2 roues qui ne sont pas en règle risquent gros. Ce jeune a échappé belle. Voulant partir aux parcelles assainies, il est contraint d'écourter son chemin sans calcul. Pour l'instant, wow. Oui, c'est la police de Malika qui nous traque. Parce que moi qui parle, je n'ai pas encore de papier. Il y a des conducteurs qui ont déposé pour les besoins d'immatriculation. Ces derniers ne sont pas toujours en possession de leurs papiers. Même quand on déposé, oui, moi-même j'avais expliqué cela à un collègue, mais quand nous étions au niveau du commissariat de Kaolack, pourtant je lui ai expliqué à l'agent ce serait nécessaire d'avoir au moins un papier qui prouve que nous avons déjà déposé en attendant d'obtenir des papiers légaux. Mais il me dit que non, en tout cas il ne travaille pas comme ça. Alors comment prouver que nous avons des papiers légaux malgré avoir déposé? C'est un problème aussi. L'absence de port de masque, la non-détention de permis sont entre autres motifs d'arrestation. C'est pour cela que j'ai acheté une moto avec tous les papiers pour pouvoir survenir à mes besoins. Tu comprends? Oui, laissez les jeunes travailler. Si quelqu'un a le plaque, a le casque, il n'a pas de permis, il faut savoir négocier avec lui. J'ai tous les papiers actuellement, permis, carte d'identité, assurance. Mais ce n'est pas de réviseur seulement. Les policiers, oui, on nous arrête tout le temps. Et si on arrête, on demande 6 000 francs.
Le délai accordé aux conducteurs de deux roues est arrivé à terme depuis le 25 mai. Au-delà de cette date, toute moto sans papier légaux sera considérée illicite à la circulation. En sport, la lutte sénégalaise a fait vibrer l'arène nationale ce dimanche. Un gala de lutte simple avec une mise record de 15 millions de francs CFA. Une première dans cette discipline sans frappe. Dans une ambiance électrique, Tony Junior a triomphé chez les poids lourds, tandis que Ansou Khadindour a remporté le trophée chez les poids légers. L'enjeu, envaler la chandelle à l'arène nationale ce dimanche. 15 millions de francs CFA pour 2 catégories de lutteurs. Une première en lutte simple. Pour ce rendez-vous choc des techniciens de la lutte sans frappe, tous les ténors ont affiché confiance. Nous sommes tous de la même génération. On reconnaîtra les vrais champions et je serai en finale. On se connaît très bien. On se croise partout. Dans l'enceinte, des outsiders et challengers jouant les troubles fêtes. De belles prises, des chutes extraordinaires, un public qui s'enflamme, une soirée de haute facture. Dans la catégorie poids léger, Ansou Khadindour, connu sous Ganja Fama, a pris le dessus sur tous ses adversaires. Le prince de Nyombato a battu en finale Mbaye Ordi de Diamniadio. Dans la catégorie poids lourd, ce fut âpre jusqu'au bout. Ibou Ndiaye Obeli, inconsolable, a été stoppé en demi-finale par Ngagne Sène. Pape Ngane sort vainqueur du drapeau du chef de l'État par Tony Junior. Le pensionnaire de Kermbir, très technique, fera preuve de ruse et de mobilité pour s'adjuger le trophée face à Ngagne Sène. À jamais le premier, Tony Junior empoche 5 millions en une seule soirée. Tony Junior dan Ngagne Sène. Hors de chez nous, Emmanuel Macron a entamé ce lundi une visite d'État au Vietnam, première étape d'une tournée de 6 jours en Asie du Sud-Est. Objectif affiché, renforcer les relations bilatérales avec Hanoï, mais aussi avec Jakarta, capitale de l'Indonésie, prochaine escale de ce déplacement présidentiel. Une dizaine d'accords ont déjà été annoncés au palais présidentiel. Et en tout, il devrait y en avoir une trentaine durant ce passage à Vietnam. L'enjeu commercial est à cœur de la visite présidentielle à Hanoï. Emmanuel Macron a détaillé dans une allocution l'étendue des futurs partenariats bilatéraux. Des accords structurants selon l'Élysée, avec en porte-étendard la vente de 20 avions Airbus supplémentaires à la compagnie aérienne Vietjet Air, une coopération autour des satellites et la participation à la construction d'un terminal portuaire par la CEMA-CGM. L'enjeu économique est de taille pour la France, car le Vietnam est le pays à la croissance la plus rapide de l'ASEAN, l'association des nations d'Asie du Sud-Est. Coincé entre la Chine et les États-Unis, Hanoï est au cœur de la guerre commerciale et cherche à diversifier ses partenariats. Djibril Diallo, en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz a déclaré que les principaux alliés occidentaux de l'Ukraine, y compris l'Allemagne, ne fixaient plus de limites strictes à la portée des armes livrées à Kiev. Un virage significatif dans le soutien militaire européen, même si le chancelier est resté flou sur les modalités concrètes de cette évolution. Le nouveau chef du gouvernement allemand n'a toutefois pas spécifié si ses propos auraient ou non une incidence sur les armes livrées à l'avenir par Berlin à l'Ukraine, en particulier concernant les missiles longue portée. Sous le précédent gouvernement du social-démocrate Olaf Scholz, l'Allemagne, deuxième fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine, a refusé de lui fournir ses missiles, craignant une escalade des tensions avec la Russie. Avant son entrée en fonction début mai comme chancelier, Friedrich s'était dit favorable à la livraison de ces missiles à portée de plus de 500 km permettant d'atteindre le territoire russe en profondeur. Mais depuis, il s'est montré plus ambigu, soulignant qu'il ne détaillerait plus les armes qu'il enverrait à l'Ukraine pour des raisons stratégiques afin de ne pas en informer Moscou.
Jusqu'à présent, l'Allemagne n'a pas livré à l'Ukraine d'armes d'une portée supérieure à 70 km environ.